Mon jeune frère m'a regardé fixement et a déclaré au tribunal, « Tu es une gamine ingrate, et j'ai déjà décidé. Le yacht et l'appartement terrasse seront à moi. » Mes parents ont eu un sourire narquois. « Nous allons te faire tout perdre. » Mais ensuite, leur avocat s'est levé. Le visage du juge s'est soudainement durci, ses yeux s'écarquillèrent. Puis il a crié, « Sécurité !» Et immédiatement. Je m'appelle Amélie Dubois et j'ai 34 ans. Jusqu'à ce mardi matin, je croyais avoir construit une vie complètement hors de portée de ma famille. J'avais tort. Un homme en uniforme sombre a frappé une fois et m'a tendu une enveloppe à la porte de mon petit appartement en location. Pas de conversation, pas d'expression. Le papier était épais, officiel. Quand je l'ai ouverte et que j'ai vu les mots « Tribunal des affaires familiales » et « Requête de mise sous tutelle », mon sang s'est glacé. Mes propres parents et mon jeune frère avaient déposé une demande pour me faire déclarer incompétente. Ils voulaient un contrôle total sur mon argent, mes biens, mes décisions. À l'époque, je ne savais pas qu'ils planifiaient cela depuis des mois. Avance rapide jusqu'à l'audience. Mon frère m'a regardé droit dans les yeux et a annoncé devant tout le monde, « Tu es une gamine ingrate, et j'ai déjà décidé que le yacht et l'appartement seraient à moi. » Mes parents ont eu un sourire narquois à ses côtés et ont ajouté, « Nous allons nous assurer que tu perdes tout. » Mais ensuite, leur avocat s'est levé. Le visage du juge a changé en un instant, ses yeux s'écarquillant. Il a crié, « Sécurité !» Et à ce moment précis, si votre famille s'est déjà retournée contre vous de cette manière, ou si ce genre de trahison vous semble bien trop familier, cliquez sur le bouton « J'aime ». Maintenant, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je les lis tous. Tout le monde, partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul, et abonnez-vous pour ne pas manquer la fin de cette histoire. Vous voudrez certainement savoir ce qui s'est passé ensuite. Pour comprendre pourquoi mon propre frère pensait pouvoir dire cela en audience publique, je dois vous ramener quelques années en arrière. Ma famille vivait dans une immense maison à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le genre d'endroit qui respire la réussite, de la pelouse manucurée à la piscine à débordement à l'arrière. Mon père, Jean-Pierre Dubois, était associé dans l'un des plus grands cabinets d'avocats de Nice, s'occupant d'affaires d'entreprise à gros enjeux qui l'obligeaient à porter des costumes sur mesure et des montres de luxe. Il se nourrissait de l'image, réseautait lors de galas, serrait la main des bonnes personnes, s'assurait que tout le monde savait que les Dubois étaient au sommet de la chaîne alimentaire. Le contrôle n'était pas seulement son travail, c'était son mode de vie. Il attendait la même chose de nous, comme si nous étions des extensions de son portefeuille. Ma mère, Hélène Dubois, jouait son rôle à la perfection. Elle n'était pas du genre à travailler à l'extérieur, mais elle gérait notre calendrier social comme une présidente directrice générale. Déjeuner de charité, brunch au country club, fête de fin d'année où elle accaparait les invités pour se vanter de la dernière victoire familiale. Jean-Pierre vient de conclure une fusion de plusieurs millions d'euros, disait-elle avec ce sourire poli. Ou, notre fils est déjà pressenti pour une promotion dans son entreprise. Elle transformait chaque rassemblement en une scène pour les moments forts de notre famille, et elle adorait les applaudissements. Puis il y avait mon frère, Charles. Il avait 2 ans de moins que moi, mais dès le jour où il a pu parler, il a su comment jouer le jeu. Intelligent, charismatique, disant toujours la bonne chose. Papa a tout de suite vu en Charles son mini-moi, le poussant vers des cours de finance au lycée, puis directement dans le même programme universitaire que papa avait tracé pour lui. Charles a tout absorbé, a excellé à ses examens, a fait un stage au cabinet de papa pendant les étés, et a décroché un poste d'analyste junior dans une banque d'investissement du quartier de la Défense dès sa sortie de l'université. Il conduisait la voiture que papa lui avait achetée, portait les montres que maman choisissait, et faisait écho à leurs opinions à chaque dîner. Pour eux, il était le ticket d'or, la preuve que leur formule fonctionnait. Il le gâtait pourri de louanges, de voyages, de tout pour le maintenir sur la bonne voie. Moi, j'étais le bug dans le système. Je n'ai jamais correspondu au moule. Pendant que Charles jouait au golf avec les clients de papa, j'étais enfermé dans ma chambre à dessiner des logos sur mon ordinateur portable ou à imaginer des campagnes publicitaires pour le plaisir. J'adorais le côté créatif des choses, la façon dont une seule image ou un slogan pouvait changer la perception d'une marque. Mais pour mes parents, ce n'était que du bricolage. Ils me voulaient dans quelque chose de solide, comme le droit ou la banque, où je pourrais gravir les échelons et rendre la famille fière. Les métiers créatifs sont pour les amateurs, Amélie, disait papa,
sa voix plate comme s'il lisait un contrat. Maman hochait la tête en ajoutant « Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour ton avenir ». La pression s'est installée lentement au début. Les débats au lycée sur les spécialités universitaires se sont transformés en disputes sur les stages. Je choisissais des cours optionnels de design graphique, ils m'inscrivaient à des simulations d'entreprise. Lors de ma dernière année d'université, c'était une véritable campagne. Papa a usé de son influence pour que je fasse un stage d'observation dans son cabinet, mais je passais mes journées à gribouiller des maquettes au lieu de prendre des notes sur les fusions. Maman organisait des dîners de réseautage avec les filles de ses amis qui étaient déjà dans des carrières d'entreprise, lançant des allusions comme des grenades. Charles, bien sûr, se délectait de tout cela. Il intervenait avec des « Serette, tu pourrais faire tellement mieux si seulement tu te concentrais ». Le point de rupture est arrivé lors d'un barbecue familial cet été-là, après ma 3e année d'université. C'était l'un de ces après-midi parfaits de la Côte d'Azur, le soleil brillait, le grill fumait avec des côtes de porc, une vingtaine d'invités se promenaient sur la terrasse. Papa venait de rentrer d'une conférence à Paris, et tout le monde portait un toast à sa dernière grande victoire. Charles, fraîchement payé de son premier stage, était la star du moment. À Charles, qui dépasse déjà les attentes à la banque, a claironné papa en trinquant. La foule a applaudi, maman rayonnant comme si elle avait personnellement orchestré son succès. Les gens lui tapaient dans le dos, l'interrogeant sur sa trajectoire impressionnante. Puis papa s'est tourné vers moi, le verre toujours à la main, la conversation s'apaisant juste assez pour que ses mots portent. Et Amélie ? J'entends dire qu'elle étudie le marketing, mais honnêtement, elle gâche son potentiel. Pourquoi courir après des contrats en freelance quand tu pourrais avoir un emploi stable comme ton frère ? Ces bêtises créatives ne paieront pas les factures éternellement. Il a dit cela avec désinvolture, comme s'il commentait la météo, mais la terrasse est devenue silencieuse. Les invités se sont déplacés maladroitement, jetant des regards entre nous. Maman a laissé échapper un rire crispé. Jean-Pierre ne fait que veiller sur toi, ma chérie. Mais ses yeux disaient qu'elle était d'accord. Charles a eu un sourire narquois de l'autre côté de la table, ne disant pas un mot, mais son regard disait tout, tu vois ? C'est toi le problème. Je suis resté là, mon assiette oubliée dans ma main, la chaleur montant à mon visage. Personne n'est intervenu pour me défendre. Pas de « elle a du talent à sa manière » ou « donnez-lui du temps ». Juste ce lourd silence, seulement rompu par le grésillement du grill. Je me suis excusé et suis parti tôt, j'ai conduit seul pour rentrer, et cette nuit-là, j'ai fait un sac. Le lendemain matin, je leur ai dit que je déménageais après l'obtention de mon diplôme. Papa a haussé les épaules. C'est ton choix, mais ne viens pas pleurer quand ça ne marchera pas. Maman a soupiré. Nous voulons juste que tu sois en sécurité. Charles ? Il a envoyé un texto plus tard. De l'amour vache, Serette. Tu les remercieras un jour. La remise des diplômes est arrivée et passée sans fanfare de leur part. J'ai chargé ma berline cabossée avec ce que je pouvais y mettre et je me suis dirigé directement vers une location bon marché en périphérie de Nice. C'était un 2 pièces dans un complexe délavé, au mur assez fin pour entendre la télévision du voisin, mais c'était à moi. Plus de leçons, plus de comparaisons. Je me suis lancé à corps perdu dans le travail en freelance, envoyant des courriels à froid à des marques pour des contrats de marketing numérique. Mon premier client était un magasin de surf local, un simple rafraîchissement de logo qui s'est transformé en une refonte complète des médias sociaux. Ils ont payé à temps, et le mot s'est répandu. Bientôt, j'avais une liste de clients, des hôtels-boutiques ayant besoin de stratégies publicitaires, des startups technologiques voulant des campagnes par courriel, et même une chaîne régionale pour des collaborations avec des influenceurs. Le travail était exténuant au début, des nuits penchées sur mon ordinateur portable, des révisions alimentées au café, la chasse au paiement qui traînait parfois. Mais j'adorais ça. Chaque projet était un puzzle. Comment faire ressortir un produit dans un flux surchargé ? Comment créer une histoire qui reste en mémoire ? J'ai créé un site de portfolio, j'ai réseauté sur LinkedIn, et j'ai pratiqué des prix bas pour me faire une place. Lentement, les chèques se sont accumulés. J'ai lésiné sur tout, épicerie de marque générique, meubles d'occasion, transport en commun au lieu d'une meilleure voiture. Chaque euro de rechange allait dans un compte d'épargne à haut rendement, puis dans des fonds indiciels quand j'en ai appris assez grâce à des cours en ligne gratuits.
Cette discipline a payé d'une manière que je n'ai jamais annoncée. Mon premier grand mouvement d'investissement a été de mettre un chèque de bonus dans des actions diversifiées. Rien de spectaculaire, juste des valeurs sûres et stables avec de solides dividendes. Je les ai suivis obsessionnellement au début, célébrant les petits gains avec une pizza à emporter. En 2 ans, les rendements m'ont permis de verser un acompte sur un appartement en copropriété directement sur la promenade des Anglais. Ce n'était pas un fantasme d'appartement-terrasse, c'était un modeste 3 pièces avec vue sur l'océan depuis le balcon, acheté comptant après des paiements agressifs. 1 700 000 € au total. Pas d'hypothèque pesant sur moi. Je l'ai meublé sobrement, un bureau pour le travail, un canapé d'occasion. Mais se réveiller au son des vagues ressemblait à une victoire. Le yacht est venu ensuite, un caprice qui est devenu sérieux. J'avais toujours aimé l'eau, m'échappant pour regarder les bateaux depuis les quais publics quand j'étais enfant. Un week-end, en parcourant les annonces, j'ai repéré un classique de 15 mètres des années 80. Usé mais solide, vendu à bas prix car le propriétaire déménageait. J'ai fait les comptes. Mes revenus locatifs d'une petite maison à rénover à Marseille que j'avais retourné avec un prêt à faible taux d'intérêt couvraient la compte. Les week-ends sont devenus mon rituel de restauration. Je transportais des outils jusqu'à un emplacement loué à la marina, ponçant les ponts, recablant les lumières, apprenant les bases de la mécanique sur YouTube et auprès d'un mécanicien grisonnant qui échangeait des conseils contre du café. Cela a pris 18 mois, mais quand j'ai démarré les moteurs pour la première sortie en solo, fendant la baie des Anges au coucher du soleil, j'ai su que j'avais créé quelque chose d'irremplaçable. Pas de prêt, pas de partenaire, juste moi et l'horizon. La maison de Marseille était la source de revenus discrète, un bungalow de 2 chambres dans un quartier en plein essor, acheté aux enchères sans l'avoir vu pour moins de 180 000 €. J'ai engagé des entrepreneurs locaux pour les bases, j'ai peint les murs moi-même, et je l'ai loué à un jeune couple qui débutait. Des chèques réguliers rentraient, couvrant les frais de marina et les contributions en actions. Après 5 ans, ma valeur nette dépassait les 3,5 millions d'euros, tout gagné par moi-même, tout caché. Je n'en parlais pas sur les médias sociaux, je ne le mentionnais pas dans les cartes de vœux. Pourquoi? Parce que j'avais vu ce qui se passait quand ma famille avait vent du succès. Il devenait le leur, à revendiquer, à diriger, à exploiter. C'était ma forteresse, construite euro par euro, choix par choix. Ces années n'ont pas toutes été faciles. Il y a eu des périodes creuses où les clients disparaissaient, des mois où je mangeais des nouilles instantanées pour joindre les deux bouts. La solitude s'insinuait les soirs tranquilles, en faisant défiler de loin les photos de famille, Charles à la fête de fin d'année du cabinet de papa, maman dans sa robe de gala. Je me demandais si j'avais fait le bon choix, si l'indépendance valait l'isolement. Mais ensuite, j'ouvrais mon ordinateur portable pour un nouveau contrat où je montais sur le pont du yacht pour une sortie rapide, et le doute s'estompait. J'avais prouvé quelque chose à moi-même qu'il ne pourrait jamais m'enlever. Je n'avais pas besoin de leur approbation pour m'épanouir. Et puis, ce mardi matin-là, la vie que j'avais construite en 10 ans a été soudainement attaquée par cette simple enveloppe. J'étais assise à la petite table de cuisine de mon appartement en location, le café refroidissant à côté de moi, intact. Mes mains tremblaient légèrement alors que je sortais les documents. La requête était épaisse, des pages de jargon juridique imprimées à l'encre noire et nette. Je me suis forcé à lire chaque ligne, en commençant par l'entête qui nommait mes parents et Charles comme requérants. Il demandait au tribunal la mise sous tutelle complète sur moi, le contrôle de mes finances, de mes décisions médicales, et même de mon lieu de résidence. Les allégations m'ont frappé comme des coups de poing. Le sujet montre des signes d'isolement de sa famille et de ses amis, affirmait-elle, citant mon contact limité comme preuve d'instabilité émotionnelle. Puis venait la partie financière, d'importants actifs non supervisés qui pourraient exister, exposant le sujet à un risque de mauvaise gestion. Et la conclusion, préoccupation familiale concernant une manipulation potentielle et un mauvais jugement, nécessitant une surveillance protectrice. Cela me dépeignait comme vulnérable, imprudente, quelqu'un à qui on ne pouvait pas faire confiance pour sa propre vie. En bas, leur signature me fixait à l'écriture élégante de mes parents à côté du griffonnage plus audacieux de Charles. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Un instant, la pièce a tourné. Ce n'était pas seulement de la désapprobation, c'était une tentative de me dépouiller de tout ce pourquoi je m'étais battu. Mais le choc s'est rapidement transformé en quelque chose de plus vif, la résolution. Je n'allais pas les laisser gagner sans me battre.
j'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés dans les contestations de mise sous tutelle, en me concentrant sur les cas d'abus ou d'excès de pouvoir présumé. En quelques heures, j'avais pris rendez-vous pour une consultation avec Sylvie Moreau. Son site web mettait en avant son palmarès dans la lutte contre les tutelles prédatrices et les cas de coercition familiale. Elle avait la réputation d'être dure, pragmatique, du genre à démanteler les requêtes de mauvaise foi pièce par pièce. J'ai envoyé par courriel un résumé du dossier, et elle a répondu presque immédiatement, « Venez demain matin ». Son bureau se trouvait dans un élégant immeuble du centre-ville de Nice, tout en verre et en lignes épurées, bien loin des cabinets aux boiseries que mon père affectionnait. La réceptionniste m'a conduite à une salle de conférence surplombant la baie. Sylvie est entrée à l'heure pile, la cinquantaine, tailleur impeccable, cheveux tirés en arrière avec efficacité. Elle m'a serré la main fermement et est allée droit au but. « Dites-moi tout », a-t-elle dit, le stylo prêt sur un bloc-notes. Pas seulement la requête. Votre histoire avec eux, tout schéma de contrôle, demande d'argent ou tout ce qui vous semble anormal. J'ai commencé par les bases, l'approbation conditionnelle en grandissant, la pression pour me conformer, mon choix de devenir indépendante. Je suis resté factuel, sans larmes, juste la chronologie de la distance et des rares interactions tendues depuis mon départ. Sylvie a écouté sans m'interrompre, prenant des notes, son expression ne trahissant rien. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière. Cela ressemble à un cas classique d'excès de pouvoir. Il le présente comme de l'inquiétude, mais le langage est agressif. Ont-ils déjà essayé d'accéder à vos finances? Des cadeaux avec des conditions? Des prêts? J'ai réfléchi. Pas directement depuis que j'ai déménagé. Mais il y a quelques mois, Charles a appelé à l'improviste. C'était désinvolte au début. Comment va le travail? Ce genre de choses. Puis il a demandé si j'avais un portefeuille, disant qu'il pourrait me mettre en contact avec des conseillers du réseau de papa pour de meilleurs rendements. Je lui ai dit que je m'en occupais. Il a un peu insisté, semblant agacé quand j'ai mis fin à la conversation. Les yeux de Sylvie se sont rétrécis. C'est une sonde. Pour tester la vulnérabilité. Elle a tapoté son stylo. Nous devrons creuser de leur côté. Le mobile est important ici s'il s'agit de contrôle ou de quelque chose d'autre. Elle n'a pas perdu de temps. À la fin de la réunion, elle avait déjà contacté un détective privé qu'elle employait régulièrement. Donnez-moi quelques jours pour les préliminaires, a-t-elle dit. En attendant, rassemblez vos dossiers, relevés bancaires, déclaration de revenus, contrat client. Tout ce qui montre votre responsabilité. J'ai quitté son bureau survolté, un mélange d'effroi et de détermination bouillonnant en moi. De retour à la maison, j'ai sorti des dossiers de mon tiroir verrouillé et des années de factures de freelance, de preuves de paiement, de résumés d'investissement sans encore révéler les totaux. C'était un travail méthodique, imprimer, organiser, construire une trace écrite de ma compétence. Une semaine plus tard, Sylvie a appelé. Les premières conclusions sont arrivées. Les finances de votre famille ne sont pas aussi solides qu'ils le laissent paraître. Elle m'a exposé la situation par téléphone. Les registres de propriété montraient que la maison de Saint-Jean-Cap-Ferrat avait été refinancée plusieurs fois ces dernières années. De lourdes hypothèques légales de la part d'entrepreneurs et des deuxièmes hypothèques. Le cabinet de papa faisait face à une plainte pour faute professionnelle d'un ancien client. Des dommages et intérêts importants étaient demandés, assez pour mettre en péril son statut d'associé si l'affaire tournait mal. Les dépenses de Charles correspondaient au style de vie, location de luxe, carte de crédit à plafond élevé, voyage qui dépassait son salaire. Ça sent le désespoir, a dit Sylvie d'un ton neutre. Le moment de cette requête n'est pas une coïncidence. Il vous positionne comme l'instable pour justifier de prendre le contrôle. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté effrayante. Toutes ces années de silence, l'appel de sondage occasionnel, ce n'était pas du désintérêt. C'était l'attente d'une ouverture. J'ai raccroché et j'ai regardé mes dossiers organisés. Le combat ne faisait que commencer, mais pour la première fois, j'avais quelqu'un dans mon camp qui voyait clair dans leur jeu. 3 semaines avant l'audience, Sylvie m'a convoqué dans son bureau avec des nouvelles qui ont tout changé. Je suis arrivé en avance, le trafic du centre-ville étant encore fluide. Elle m'a fait signe d'entrer, a fermé la porte et a sauté les politesses. Ils ne s'inquiètent pas pour vous, a-t-elle dit en faisant glisser un dossier sur le bureau. Ils sont désespérés.
Elle l'a ouvert pour montrer des impressions de registres publics et des notes de détective. La maison familiale avait été refinancée 4 fois en 6 ans, chaque prêt étant plus important pour couvrir le précédent. Des factures d'entrepreneurs impayées s'étaient transformées en hypothèques légales, et les lignes de crédit étaient au maximum. Le cabinet de papa faisait face à un énorme procès pour faute professionnelle d'un client d'entreprise qu'il avait mal conseillé. Le paiement potentiel pourrait anéantir sa participation et le forcer à une retraite anticipée. Le nom de Charles apparaissait sur des comptes joints avec un roulement élevé et des achats de luxe bien au-delà de son salaire d'analyste. Ce n'est pas de l'inquiétude, a poursuivi Sylvie. C'est une tentative de s'emparer d'actifs liquides. Votre indépendance fait de vous la cible parfaite. Il suppose que vous céderez sous la pression. Les mots ont pesé lourd, mais ils m'ont aussi donné de la force. Nous avons planifié la défense de manière agressive ce jour-là. D'abord, la crédibilité professionnelle. Sylvie a rédigé une demande pour Monsieur Fournier, le responsable de mon plus gros contrat en cours, le rebranding d'une chaîne de vente au détail nationale. Il a répondu en quelques heures, fournissant une lettre élogieuse sur papier à en tête de l'entreprise, livrable de haute valeur constant, revenus annuels à 6 chiffres de notre partenariat, délai et communication impeccable. Cela brossait un tableau de fiabilité que personne ne pouvait contester. Ensuite, l'accusation d'isolement. Sylvie a suggéré de contacter Chloé Martin, qui avait collaboré avec moi sur de multiples campagnes pendant 4 ans. Nous nous sommes rencontrés pour un café près de son bureau, et Chloé n'a pas hésité. Elle a raconté notre récente escapade d'un week-end sur l'île de Porquerolles juste 2 mois plus tôt, le trajet en voiture ensemble, la location de scooter pour explorer l'île, les discussions tardives autour de fruits de mer. Tu es l'une des personnes les plus équilibrées que je connaisse, a-t-elle dit en signant l'affidavit sans une seconde d'hésitation. Sa déclaration détaillait des projets communs, des conversations de groupe avec d'autres freelances, et des cartes de vœux échangées, la preuve de liens réels. De mon côté, j'ai construit la chronologie, 10 ans d'indépendance, mois par mois. Premier chèque de freelance, paiement de loyer à temps, prêts étudiants remboursés en avance. J'ai photographié les contrats clés, les papiers de clôture de l'appartement, le transfert de titre du yacht, l'accord de Marseille, mais j'ai masqué les valeurs et les totaux. La surprise devait rester cachée pour un impact maximal. Sylvie a ajouté une couche offensive. Elle a assigné à comparaître les anciens courriels de papa provenant de documents publics liés à l'affaire de faute professionnelle, plus un qu'il m'avait envoyé 2 ans auparavant, me demandant nonchalamment des options de diversification et offrant les ressources du cabinet. Combiné avec des relevés bancaires montrant leur dette croissante, cela formait un schéma de sondage suivi d'agression. À l'approche de l'audience, elle m'a préparé à leur performance. Attends-toi à des larmes de ta mère, un ton raisonnable de ton père. Charles sera l'impulsif. Il pense avoir droit à une part, donc il surjouera la confiance. J'ai hoché la tête, absorbant tout. Les jours se sont fondus en travail acharné, appel client depuis mon bureau à domicile, révision envoyée à minuit. Extérieurement calme, facture payée, routine maintenue. Mais les nuits étaient plus difficiles. Allongé, éveillé, de vieux souvenirs refaisaient surface, le dédain dans la voix de papa, les soupirs de déception de maman, la certitude suffisante de Charles qu'il gagnerait toujours. Le doute murmurait, mais je le repoussais. Chloé prenait de mes nouvelles quotidiennement, des textos apparaissant pendant les pauses, un café demain, ou « tu es plus forte que tous réunis ». Ces mots manqueraient, me rappelant que mon monde s'étendait au-delà des liens du sang. À la fin de ces 3 semaines, notre dossier était épais, témoignages, documents verrouillés, stratégies organisées et affûtées. Sylvie l'a examiné une dernière fois. Nous sommes prêts. Ils ne sauront pas ce qui leur arrive. Le matin de l'audience, j'ai enfilé la tenue de travail sombre la plus simple que je possédais, j'ai pris une profonde inspiration et je suis entré dans la salle d'audience avec Sylvie à mes côtés. La pièce semblait plus froide que je ne l'avais prévu, même pour un tribunal de Nice au printemps. De vieux bancs en bois craquaient sous le poids des gens qui bougeaient. Les néons bourdonnaient au-dessus, projetant une lueur blanche et crue qui donnait à tout un air délavé. L'air portait ce mélange éventé de cire et de vieux papier, épais de tension tacite. J'ai gardé les yeux fixés devant moi alors que nous prenions place à la table de la défense, les dossiers soigneusement empilés devant nous. De l'autre côté de l'allée, à la table des demandeurs, ils étaient déjà installés. Mon père était assis droit comme un i, son costume impeccable, son visage figé dans ce masque familier et impénétrable qu'il portait pour les dépositions.
Ma mère tamponnait ses yeux avec un mouchoir, le geste étudié et calculé. Charles était légèrement avachi sur sa chaise, les lèvres esquissant un sourire confiant. Il ne cessait de le diriger vers moi, comme s'il connaissait déjà l'issue. Leur avocat, Antoine Renard, feuilletait des notes avec une assurance désinvolte, son stylo tapotant légèrement contre le bloc-notes. L'huissier a appelé la cour à l'ordre, et la juge Isabelle Lefebvre est entrée par une porte latérale. Elle était plus âgée, aux traits fins, avec des lunettes qui captaient la lumière alors qu'elle balayait la salle du regard avant de s'asseoir. La procédure a commencé rapidement. Antoine Renard s'est levé le premier, sa voix douce et mesurée. Votre honneur, il s'agit d'un cas déchirant d'une véritable préoccupation familiale. Mes clients ne cherchent qu'à protéger leur fille de choix qui mettent son avenir en danger. Il a appelé ma mère à la barre. Elle a marché lentement, ses talons claquant doucement, prêtant serment d'une main tremblante. Antoine l'a guidée avec douceur. Hélène, décrivez votre relation avec Amélie ces dernières années. La voix de ma mère a vacillé juste ce qu'il fallait. Elle a toujours été distante, nous coupant complètement les ponts après l'université. Nous n'avons presque jamais de ses nouvelles, et quand c'est le cas, elle met fin à toute tentative d'aide. Cela nous brise le cœur. Sylvie a noté quelque chose sans objecter, laissant la tension monter. Ensuite, mon père. Il a parlé calmement, avec autorité, l'avocat en lui transparaissant. En tant que personne familière avec la gestion d'actifs, je vois des risques évidents dans des finances non supervisées à son niveau d'expérience. Une mise sous tutelle fournirait une structure, assurerait la stabilité pour sa propre protection. Charles était le dernier. Il s'est avancé vers la barre comme s'il en était le propriétaire, prêtant serment avec un rapide coup d'œil dans ma direction. Antoine lui a posé des questions faciles, et Charles s'y est complu. Ma sœur gâche sa vie, a-t-il dit fort, sa voix portant, vivant comme une ratée dans une location, ignorant toutes les opportunités que nous lui avons offertes. Elle a besoin que la famille prenne le contrôle pour son propre bien. Je suis resté immobile, les mains à plat sur la table, respirant calmement comme Sylvie me l'avait appris. Pas de réaction, pas d'émotion, c'est ce qu'il voulait utiliser contre moi. Sylvie s'est levée pour le contre-interrogatoire. Elle a démantelé chaque affirmation méthodiquement. Avec ma mère, vous parlez d'isolement, pourtant vous n'avez fait aucune tentative documentée de lui rendre visite ou de vous réconcilier en 8 ans. Ma mère a flanché. Avec mon père, vous parlez de risques financiers, mais avez-vous examiné un seul de ses relevés bancaires? Il a admis que non. Avec Charles, vous prétendez qu'elle est une ratée alors qu'elle gagne régulièrement un salaire à 6 chiffres de manière indépendante? Elle a appelé nos témoins. Monsieur Fournier a témoigné à distance, l'écran montrant son arrière-plan professionnel. Il a détaillé des années de contrat, des paiements toujours à temps, des projets livrés au-delà des attentes, des revenus annuels de plusieurs centaines de milliers d'euros rien que pour notre collaboration. Chloé a pris la barre en personne, calme et directe. Elle a décrit notre historique de collaboration, nos voyages communs y compris cette récente virée sur l'île de Porquerolles, photos à l'appui et les textos réguliers, et les dîners de groupe de freelance. Amélie a un réseau solide, a-t-elle dit fermement. Elle est tout sauf isolée. Le portrait a changé, une adulte responsable, professionnelle, et connectée. Sylvie a gardé le coup de grâce pour la fin. Votre honneur, a-t-elle dit d'un ton neutre, la défense demande que l'huissier lise la liste des actifs expertisés indépendamment pour le procès-verbal. La juge Lefebvre a hoché la tête. Procédé. L'huissier, un homme d'âge mûr à la voix de baryton stable, s'est avancé avec le document relié. Il s'est éclairci la gorge et a commencé. Résidence principale, appartement en copropriété avec vue sur l'océan, promenade des Anglais. Pleine propriété. Valeur estimée, 1 700 000 euros. Une onde de choc a parcouru leur côté. La main de ma mère s'est figée en plein geste. Actif maritime, yacht de 15 mètres. Entièrement restauré et entretenu. Valeur estimée, 400 000 euros. La posture de mon père s'est raidie, ses jointures blanchissant sur le bord de la table. Portefeuille d'investissement, actions et obligations diversifiées. Valeur actuelle, 1 100 000 euros. Propriété locative supplémentaire à Marseille générant un revenu stable. Valeur, 500 000 euros. L'huissier a continué jusqu'au total. Actif net dépassant les 3,5 millions d'euros. Tous acquis de manière indépendante.
La salle est devenue complètement silencieuse pendant un instant. La bouche de ma mère s'est légèrement ouverte, son mouchoir oublié. Mon père fixait droit devant lui, son visage perdant ses couleurs, sa prise se resserrant jusqu'à ce que ses veines apparaissent. Charles a réagi le plus lentement au début, ses joues rougissant, ses yeux se rétrécissant alors qu'il assimilait l'information. Puis il s'est levé d'un bond de sa chaise, le doigt pointé vers moi. « Tu as caché tout ça » a-t-il crié. « Tu es une gamine ingrate, et j'ai déjà décidé, le yacht et l'appartement seront à moi. » Mes parents ont échangé un rapide regard, les lèvres se retroussant en un accord suffisant. « Nous allons nous assurer que tu perdes tout » a ajouté mon père à voix basse, assez fort pour que le micro le capte. Charles a craqué. Il s'est précipité en avant, faisant tomber des papiers de la table, le visage tordu de rage alors qu'il essayait de combler la distance entre nous. Le marteau de la juge Lefebvre a claqué sèchement. Sécurité. Les portes se sont ouvertes brusquement, et 2 agents en uniforme se sont précipités à l'intérieur. Ils ont attrapé Charles en pleine course, le maîtrisant alors qu'il se débattait et criait. La salle a éclaté en murmures et en bruit de chaises tandis qu'il le traînait dehors, ses protestations résonnant dans le couloir. L'audience s'est terminée dans un chaos que je n'aurais jamais imaginé. Mais la décision de la juge était d'une clarté cristalline. La juge Isabelle Lefebvre a frappé son marteau à plusieurs reprises jusqu'à ce que la salle se calme, sa voix perçant les murmures persistants. Elle a fixé durement la table des demandeurs. « Cette requête est rejetée », a-t-elle déclaré fermement. « Rejetée avec préjudice. » Elle a fait une pause, laissant ses mots s'imprégner. « Ce tribunal ne sera pas utilisé comme une arme financière. Les preuves montrent une mauvaise foi évidente. Les mobiles des requérants sont directement liés à leur propre détresse financière, et non à une préoccupation sincère pour le bien-être de la défenderesse. » Elle a souligné les contradictions, leurs affirmations d'incompétence anéanties par une compétence documentée, leur ignorance de mes actifs malgré des années d'opportunité de les connaître, le moment coïncidant parfaitement avec leur dette croissante et leurs problèmes juridiques. Déposer une requête de mise sous tutelle dans ces circonstances constitue un abus de la procédure conçue pour protéger les personnes vulnérables, a-t-elle poursuivi. Ce sont les requérants qui semblent motivés par leur propre intérêt. L'ordonnance a suivi, remboursement intégral de mes frais de justice, plus des sanctions judiciaires substantielles pour requête abusive. Et le coup de grâce, je réfère cette affaire pour une enquête formelle sur une potentielle conduite de mauvaise foi. Mes parents étaient assis, figés, leur visage pâle. Charles, de retour à sa place après que la sécurité les ramenait, agrippait le bord de la table, les jointures blanches. Antoine Renard ramassait lentement ses papiers, évitant tout contact visuel. Nous sommes sortis en silence. Sylvie m'a serré le bras une fois, sans avoir besoin de mots. Le couloir semblait plus lumineux, l'air plus léger. J'ai conduit directement jusqu'à l'appartement, les fenêtres baissées, laissant la brise salée m'envahir. Ce soir-là, je me suis assise sur le balcon pour la première fois depuis des semaines sans que la tension ne me noue les épaules. Les vagues roulaient à un rythme régulier en dessous, le coucher de soleil peignant le ciel en orange. Pour la première fois, la vue me semblait vraiment mienne. Pas d'ombre de désapprobation, pas de peur de perdre. J'ai appelé Chloé, ma voix stable alors que je lui racontais la décision. Elle a ri de soulagement à l'autre bout du fil, et je me suis surprise à sourire, un vrai sourire, léger, victorieux. Sylvie a téléphoné plus tard dans la nuit. Tout tourne en notre faveur, a-t-elle dit. L'enquête va se poursuivre. Ils ne peuvent plus échapper au renvoi maintenant. Repose-toi bien. Tu l'as bien mérité. Les retombées n'ont pas tardé. Quelques jours plus tard, les journaux locaux de la Côte d'Azur ont repris l'histoire. Des titres comme « Procès familial qui tourne mal, une demande de mise sous tutelle se retourne contre les demandeurs » ou « Une héritière niçoise révèle une fortune cachée, la requête est rejetée ». Il restait vague sur les détails pour préserver la vie privée, mais le récit a marqué les esprits, une famille abusive démasquée. Charles l'a ressenti le premier. Son entreprise, axée sur la réputation auprès de clients fortunés, a rompu les liens la semaine suivante. Version officielle, association négative impactant l'image de l'entreprise. Officieusement, personne ne voulait d'un analyste lié à un drame judiciaire public. Le tour de papa est venu peu après. Une lettre officielle du barreau de Nice est arrivée, plainte déposée sur la base du renvoi de la juge, déclenchant un examen d'urgence.
Suspension temporaire de l'exercice de sa profession en attendant une enquête complète. Ses associés ont rapidement pris leur distance. Les heures facturables se sont taries du jour au lendemain. Personne de la famille n'a cherché à me contacter. Pas un appel, pas un texto. Le silence était absolu, plus lourd que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. J'ai continué mes journées, réunions clients depuis mon bureau à domicile, promenade sur la plage, vérification de routine du yacht à la marina. Le poids s'est levé progressivement, remplacé par une certitude tranquille. J'avais défendu ce qui était à moi, et le système, aussi imparfait soit-il, avait fonctionné. 1 an plus tard, les véritables conséquences les ont frappés d'une manière dont ils ne pouvaient pas se remettre, tandis que j'ai choisi une voie complètement différente. Le poids combiné des dettes croissantes, des sanctions judiciaires et des frais de justice s'est avéré trop lourd. Ils ont déposé le bilan. La maison de Saint-Jean-Cap-Ferrat, symbole de leur statut, a été mise sur le marché et vendue rapidement pour couvrir les obligations. Ils ont emménagé dans une modeste location de 2 chambres en périphérie, le genre d'endroit avec une buanderie commune et sans vue sur la mer. Toute tentative de contact, s'il y en a eu, je l'ai immédiatement bloquée. Numéro de téléphone bloqué, courriel filtré vers la corbeille, comptes sociaux privés. Pas d'explication, pas de dernier mot. La porte s'est fermée pour de bon. Je me suis tourné vers l'avenir. La stabilité acquise grâce à des années de travail en freelance m'a donné les bases pour voir plus grand. J'ai enregistré ma propre agence à Nice, en commençant modestement avec un espace de coworking en centre-ville pour les réunions. J'ai embauché 3 personnes de confiance, d'anciens collaborateurs qui s'étaient avérés fiables dans des délais serrés. Nous avons démarché des marques internationales, en tirant parti de mon expérience acquise lors de projets passés. Le bouche-à-oreille s'est propagé régulièrement, livraison constante, stratégie créative qui convertissait. Les contrats sont arrivés d'Europe, d'Asie, et même d'Australie et des campagnes pour des géants du commerce électronique et des entreprises technologiques cherchant à se développer. Le travail s'est installé dans un rythme que je contrôlais complètement. Les matins au bureau de l'appartement, la brise marine entrant par les portes-fenêtres ouvertes, des appels vidéo avec des clients à travers les fuseaux horaires. Les après-midi pour les sessions de stratégie ou les modifications. Les soirées libres. Plus besoin de regarder par-dessus mon épaule. Les week-ends appartenaient à l'eau. Je conduisais jusqu'à la marina, préparais le yacht seul, ou envoyais un texto à Chloé si elle était libre. Nous larguions les amarres dans la baie, les moteurs vrombissant régulièrement, fendant les mers calmes vers l'horizon. Les couchers de soleil depuis le pont sont devenus une routine, les couleurs passant de l'or au rose, des dauphins faisant parfois surface à proximité. Les conversations étaient légères, les rires faciles, sans le poids du passé pour nous alourdir. La vie s'est recentrée sur ce qui comptait, des projets significatifs, des liens authentiques, de l'espace pour respirer. Le drame qui avait autrefois plané s'est complètement estompé, remplacé par une routine tranquille. La famille n'est pas toujours une question de sang. Ce sont les gens qui respectent vos choix, vos limites, votre droit de construire sans interférence. Les liens du sang qui exigent le contrôle ne sont pas des liens, ce sont des chaînes. La vraie liberté vient du succès tranquille, selon ses propres termes, et de la libération de ce qui vous empoisonne. Lâchez les attentes toxiques